Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est historien de l'art. Depuis 42 ans, oui, 42 ans, et la parution de son premier livre sur l'iconographie de l'hystérie, il s'est donné pour mission d'examiner les images sous toutes leurs coutures. De l'apparition des fantômes à l'horreur des camps, son idée est de saisir en quoi les images défient nos représentations, en quoi elles nous émeuvent et dépassent largement les idées que l'on se fait de tel ou tel objet, de tel ou tel moment historique. Mais les images, et c'est le sens de son dernier livre, ne font pas que nous émouvoir spontanément, purement. Elles ne font pas que nous réveiller et nous éveiller, elles nous formatent aussi, elles nous subjuguent, nous aliènent. Comment faire alors la différence entre une bonne et une mauvaise image, entre une bonne et une mauvaise émotion, entre celle qui nous mène à la liberté et celle qui nous enferme? Georges Didier Huberman, bonjour. Bonjour à vous. Et bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Georges Didier Huberman, j'ai essayé de dire le plus simplement possible, de résumer le plus clairement possible votre livre La fabrique des émotions disjointes qui est paru aux éditions de Minuit. Est-ce que je l'ai bien dit? Et je sais que j'ai déjà fait une erreur parce que j'ai dit il y a des bonnes images, il y a des mauvaises images et ça je sais que ça va pas pour vous. Ah oui, j'allais vous le dire exactement. Il a pris des notes pendant votre introduction. Quelle note vous me mettez pour ce petit chapeau? Non, il n'y a pas de notes. Il y a encore moins de notes qu'il y a bonnes et mauvaises. Bien sûr, bonnes et mauvaises, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est à chaque fois différent. Donc, il n'y a pas de définition du bon et du mauvais. Non, c'est pas possible. Ça n'empêche pas qu'il y a une exigence absolue de l'éthique. On est d'accord, hein. Mais on va pas dire à l'avance si une image est bonne et mauvaise. On va dire si elle est bonne ou mauvaise dans l'usage qu'on en fait. Évidemment. En tout cas, il y a des images, et c'est ce que vous dites dans votre livre, Georges Didier Huberman, qui, pour certaines, selon leur usage, vont créer des émotions spontanées, on pourrait dire, libres, et d'autres qui, au contraire, vont être créer, en tout cas vont fabriquer chez nous des émotions. On pourrait parler de la propagande, on pourrait parler des images de marketing, qu'elles vont fabriquer des émotions qui, en tant que telles, nous aliènent au lieu de nous libérer. Exactement. Une image qui vous surprend, c'est formidable. Là aussi, tout dépend de ce que vous faites de votre surprise. Une image qui vous prend, hein, c'est tout à fait le contraire. Une image qui essaye d'avoir de l'emprise sur vous, ou alors, il faut bien dire avec Kant que vous êtes en grande partie responsable si vous vous laissez prendre par une image. Ça tient qu'à vous de ne pas vous laisser prendre. Donc, voilà. Mais maintenant, l'émotion, elle est autant dans la surprise que dans la prise. Il y a une sorte de plasticité des émotions qui fait que, d'ailleurs, c'est un sujet philosophique très compliqué, très difficile. Quelle définition vous pourriez donner de disjointe, dans émotion disjointe? C'est justement cette plasticité des émotions? Alors, c'est comme pour bon et mauvais. Moi, je considère que être philosophe, c'est pas donner des définitions. Donc, je vais pas vous donner une définition. Je vais vous donner des exemples. Très bien. Voilà, je préfère. Bon, quand on est ému, je pense, enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, vous aussi, hein, parce que tout le monde est ému. On est souvent déchiré. Il y a une déchirure. Il y a comme un rideau qui présente une déchirure. Il y a toujours le rideau, mais il y a déjà la déchirure. Donc vous êtes là avec vos émotions. Bon, peut-être, vous savez, mais la psychanalyse est très importante pour moi, c'est-à-dire que... Pour moi aussi. Pour vous aussi, alors très bien. Et Freud disait, on peut refouler des représentations. On a oublié pourquoi ou quand on a été ému, mais l'émotion, elle passe quand même, elle n'est pas refoulée. Et ce qui fait qu'on est souvent ému pour des raisons qu'on ignore. Donc ça va. On est déchiré, mais ça va. Ça va dans le sens où on perd pas de vue notre propre fragilité en quelque sorte. Et puis il y a des émotions où, si vous voulez, le rideau il se déchire complètement. Donc si vous déchirez complètement un rideau, ben vous aurez deux morceaux non déchirés
deux rideaux. Mm. C'est ça la disjonction. C'est quand on va au-delà du refoulement et c'est ce que Freud appelle la forclusion, enfin ça a été traduit comme ça par Lacan, peu importe le vocabulaire technique, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on est disjoint de cette représentation ancienne qu'on a oubliée, mais aussi on est disjoint de son émotion. Et on est disjoint de l'émotion des autres. C'est une façon d'être, je dirais, psychotique, d'une certaine façon, au sens où les grands paranoïaques, enfin je sais pas, ils sont incapables de voir l'émotion des autres. Alors quand je dis ça, je pense évidemment à la politique. Parce que la politique, elle est souvent faite d'émotions disjointes, c'est-à-dire des gens qui sont incapables d'adresser leur émotion à l'autre ou que l'émotion des autres s'adresse à eux. Ils ont fait le barrage complet. Et l'exemple que je donnais, un des exemples que je donne dans ce livre, c'est un exemple précis, hein. C'est un jeune homme qui a été bouleversé par un discours de Hitler, donc il est authentiquement ému, et quelques mois plus tard, il tue des enfants, il les envoie en l'air, il les fait exploser en l'air, il les tue sans aucune émotion. Comment on est passé? Pardon? Walter Matner, ce jeune homme. Oui, j'avais même oublié son nom, vous voyez. Vous avez lu le livre plus récemment que moi. Je peux compter sur une équipe qui a bien noté le nom. Oui, mais voilà. Et donc ça, c'est extraordinaire. C'est un phénomène sur lequel il faut quand même réfléchir. Mais quel rapport avec les images, Georges Didier Huberman, justement sur ces émotions? Est-ce que cette émotion-là, ces émotions, la manière dont on réagit, c'est-à-dire soit en ayant un rideau déchiré, mais le rideau reste quand même joint, c'est par une image. Et quand le rideau est complètement déchiré, c'est parce qu'on n'arrive pas à recevoir l'image. Vous parliez au début de votre présentation d'histoire de l'art. Oui. Quand je me suis intéressé aux images de Auschwitz, j'étais très très en colère qu'on me définisse juste comme un historien de l'art, parce que les images d'Auschwitz, c'est pas de l'histoire de l'art, hein, c'est pas de l'art. Donc, si vous voulez, il faut savoir que l'histoire de l'art est une discipline qui, à une certaine époque, c'est-à-dire, je dirais, avant la guerre de 14, vous voyez, fin du 19e, à la même époque où Freud, d'ailleurs, inventé la psychanalyse, c'était une discipline pilote. Walter Benjamin, par exemple, dans son curriculum vitae, il commence par dire, moi, ce qui m'a le plus influencé, c'est l'histoire de l'art, c'est-à-dire Alois Riegel, Aby Warburg, des gens comme ça. Pourquoi c'était une discipline pilote, comme plus tard la linguistique l'a été à l'époque structuraliste? C'est qu'elle allait vers une anthropologie et vers une psychologie. Donc, moi, très modestement, je suis ce mouvement. C'est-à-dire, je suis, oui, historien de l'art, j'ai jamais quitté ça. Mais dans ce sens-là. Mais dans un sens qui va vers une anthropologie. Et donc, je m'intéresse à des images très précises, hein, la dentelière de Vermeer, ok, d'accord. Mais je m'intéresse petit à petit à des facultés, comme ce qu'on pourrait dire l'imagination, la faculté de créer des images. Et dans l'imagination, je vois que partout il y a des émotions, donc je m'intéresse aux émotions, et donc mon intérêt, ça s'ouvre complètement, et à un certain niveau, je ne suis plus strictement parlant un historien de l'art. Mais ça vous va quand même, si on dit historien de l'art, tel que vous l'avez défini, en tout cas, bien là, sûr. L'instant, tel que vous avez fait dans la continuité de Walter Je préférerais dire un anthropologue des images, parce que les images et tout ce qui concerne la visualité, ça va au-delà du strict domaine de l'esthétique, qu'on appelle non, l'esthétique. Esthétique, ça veut dire avoir une sensation. Donc on a une sensation devant des images nulles, pas du tout d'art. On a des sensations devant la nature qui ne sont pas de l'art. Donc je préfère, en disciple de Aby Warburg, en quelque sorte, parler d'image en général. D'image, c'est un domaine plus large que strictement parler l'art. Dans son atlas magnifique qu'il a fait à la fin de sa vie, Aby Warburg, vous aviez une reproduction de Delacroix et à côté une publicité pour un papier toilette.
voyez, pour lui, il y avait quelque chose qui pouvait faire un lien entre la figuration. Pourquoi sur un papier toilette, on dessine des anges à l'époque? Il avait trouvé cet exemple. Bon, et donc le papier toilette, c'est pas de l'art. Donc, domaine élargi de l'image, donc faculté d'imagination, et avec tout ce que ça engage dans notre psyché, en fait, et dans nos corps. Alors ici, Georges Didier Huberman, nous sommes à la radio. Donc, Oui. nous ne pouvons pas diffuser d'images, nous pouvons susciter l'imagination des auditeurs et auditrices. Peut-être connaissent-ils d'ailleurs ces images, mais vous en parlez dans votre livre, La fabrique des émotions disjointes. Vous parlez de ce film de propagande, Le triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl. Ein Volk, ein Führer, ein Reich, Deutschland! Heute gemeinsam am Werk. Im Ruh. Und wir im Bruch. Im Bruch. Und wir im Sand. Im Sand. Wir deichen die Nordsee. Schluss. Lange Hand. Wir pflanzen Bäume. Rauschende Wälder. Wir bauen Straßen. Von Dorf zu Dorf. Von Stadt zu Stadt. Wir schaffen dem Bauern neuen Acker. Felder und Felder. Acker und Brot. Für Deutschland. Wir sind die Männer vom Bauernstand. Halten vorbei. Un extrait du Triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl de 1935. C'est un film de propagande nazie commandé par le Führer. Et vous le commentez, Georges Didier Huberman, pour illustrer le processus de mobilisation des émotions. Comment vous vous servez de ce film dans votre livre pour justement parler de cette fabrique des émotions disjointes? L'auditeur là, a entendu quelque chose de très simple. Il a entendu une personne, une seule voix, qui donne un ordre en quelque sorte. À quoi répond toute une masse, mais qui répond avec une seule voix aussi. Donc il n'y a qu'une seule voix. C'est le 1. Il n'y a rien de pire que le 1. Le 1, c'est le total, c'est le totalitaire. Dans ce livre de politique absolument essentiel qui s'appelle Discours sur la servitude volontaire, hein, Étienne de la Boétie disait pourquoi est-ce qu'on va vers sa propre aliénation, servitude? Eh ben, c'est parce qu'on se réfère au un. À un seul nom, à un seul Dieu, à un seul tyran, à un seul. Voilà. Dans le film de Riefenstahl, d'ailleurs, il y a des processus d'image qui sont évidents. C'est-à-dire, par exemple, la plongée. Si je me souviens bien, le film commence, Hitler est dans un avion. Donc, il domine son pays, il domine son peuple, etc. Et comment filmer le peuple? Leni Riefenstahl le film de façon dominatrice. Et des gens comme Brecht ou comme Eisenstein, tout au contraire, disaient à la même époque, et même avant d'ailleurs, ils disaient, si on veut filmer par exemple une manifestation, il faut au moins 3 points de vue, de haut à hauteur d'homme et de tout en bas. Hein, voilà, par exemple. Hein. Donc, il y a cette façon de... Ce qui est extraordinaire, c'est quand on dit la mobilisation des masses. En fait, si vous réfléchissez, ça veut dire l'immobilisation. Hein? Quand on dit mobiliser les masses, ça veut dire en réalité les immobiliser dans un seul nom produit comme étant le nom ultime, fétichisé en quelque sorte, un seul mouvement vers quelque chose, par exemple la haine d'un autre peuple. Voilà, le pire, c'est le 1, je dirais. Là, ce sont un exemple d'image dont l'usage est clairement fait pour subjuguer, non pas pour émouvoir dans le sens, parce que vous insistez beaucoup sur ces termes, Georges Didier Huberman, non pas pour émouvoir, comouvoir, c'est-à-dire mouvoir ensemble, faire communauté et se soulever, mais au contraire pour aliéner. Alors, c'est la propagande en fait. Oui, émouvoir, c'est un mot magnifique, hein, c'est émouvoir. C'est
se mouvoir hors d'eux, ex movere. Hein. Alors que là, vous l'avez bien dit, mobilisation égale immobilisation dans ce cas-là. Oui, mais en même temps, ces gens sont émus, mais vers une seule chose. Oui. Ils sont pas émus vers, je dirais, vers un autre qui serait, par exemple, dans l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, le soldat nazi, là, il tue un bébé sans aucun état d'âme, parce que pour lui, c'est pas un autre. Il y a qu'un seul autre pour lui, c'est le bon autre, c'est Hitler, et le mauvais autre, c'est le monde entier, enfin le communisme, le judéo-bolchevisme, tout ce que vous voudrez. Donc, il y a cette espèce de... C'est ça la disjonction. Ce type-là, il est incapable de voir ce qu'il a devant les yeux. Il est incapable de voir qu'il est en train de tuer quelqu'un qui ne lui a jamais fait de mal. Et voilà, là, il est disjoint. Alors, il est en effet ému, mais vous voyez pourquoi je refuse de donner des définitions. Parce que ému, ça peut être terrible et ça peut être magnifique. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, Georges-Didier Huberman, en disant on a une responsabilité aussi. C'est-à-dire que l'image nous surprend, mais elle peut aussi nous prendre. Là, on est avec ce type d'image dans le cas de figure où on est pris. Est-ce que ça repose uniquement sur la responsabilité du regardeur, de se rendre compte qu'il est pris, qu'il est sous emprise et qu'il n'est pas dans l'ordre de la surprise, et donc peut-être effectivement de l'émotion qui libère, de l'émotion dans son devenir positif. Dès que dans une émotion, l'autre apparaît comme tel, c'est-à-dire non simplifié, non l'autre qui arrive par surprise, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a une déception amoureuse, il se jette sur son lit, il va pleurer tout seul sur son lit, mais l'autre est là, l'autre est toujours là. L'émotion s'adresse. D'ailleurs, en espagnol, c'est très beau. On ne dit pas émotion, enfin, on dit émotion, mais on dit surtout conmotion. Ça veut dire être ému avec et pour l'autre. Voilà, c'est très très beau ça. Maintenant, oui, responsabilité. Réfléchissez au mot. Dans responsabilité, il y a la réponse. Et ben voilà. Comment concevez-vous la réponse? Là encore, la réponse n'est pas une définition. La réponse, c'est une chose ou l'autre. Par exemple, pour le neuromarketing capitaliste américain, les émotions sont une réponse au sens d'un réflexe. Vous tapez à un endroit, ça va dans l'autre sens. C'est des stimuli. Voilà, des stimuli, et ce qu'on pourrait appeler une réponse A. Je vois tous les chips... toutes les chips sur l'étalage là, et puis je commence à saliver, et voilà, c'est complètement pavlovien. Si on prend un sens philosophique de la respondeo, en latin, ça veut dire se sentir tenu par une promesse réciproque. Quand je réponds, ça veut dire tu m'as promis quelque chose, je vais aussi te promettre quelque chose. Respondeo, être responsable. Et ça, c'est Lévinas. Ça, c'est la grande philosophie éthique de Lévinas qui donne, à mon avis, une clé essentielle pour notre problème. Parce que le problème, c'est pas seulement être ému. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos émotions après coup. Et donc, la question de la réponse, et pour Lévinas, c'est répondre de, et non pas répondre à seulement, elle est essentielle. Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? De responsabilité? De répondre de, quand on est face à une image? Non, pas seulement une image. La première, par association d'idées, j'en parle de Lévinas, je pense par exemple à Primo Levi. Eh bien, quand Primo Levi, le soldat nazi, lui dit « Ici, il n'y a pas de pourquoi. Tu voulais prendre un morceau de glace pour te désaltérer, je t'empêche. » Primo Levi lui dit « Mais pourquoi tu m'empêches? Il est là, il fait tellement froid, il y a de la glace partout. » Et le nazi lui répond « Il n'y a pas de pourquoi. » Et là, Primo Levi engage une réflexion sur cet homme, pas sur lui, il se plaint pas.
il engage une responsabilité. On est responsable même de nos bourreaux, dit-il. C'est incroyable. Et Lévinas abonde dans ce sens. Voilà un exemple. Georges Didier Huberman, j'aimerais vous faire écouter une archive justement de 2 grands noms qui discutent devant un tableau de Claude Monet, et c'est peut-être le sens d'une image qui en tout cas génère des émotions qui nous mettent hors de nous, qui nous font sauter de notre fauteuil en tant que regardeurs. Et nous voilà en face d'un tableau qui nous coupe le souffle, à toi comme à moi, parce que c'est un chef-d'œuvre, et un chef-d'œuvre incompréhensible. On se demande pourquoi c'est un chef-d'œuvre. Nous sommes en face d'un bocal. Ce bocal est plein de fœtus de pêche. Il y a 3 pêches à côté de ce bocal. Ce bocal et ces pêches reposent sur une table de marbre noir qui reflète un peu le bocal. Ce bocal, ces pêches et cette table posent devant un fond très quelconque. Et voilà, c'est un chef-d'œuvre, et on se demande pourquoi. Les fruits de la table comme des joues, des croupes, des fesses de Vénus, et dans le bocal, les fruits morts ont une pâleur spectrale. C'est merveilleux. Ah oui, c'est un tableau. Un tableau bouleversant. Et on ne sait absolument pas pourquoi il bouleverse. C'est un tableau qui ne ressemble à aucun autre, qui prend une espèce de vie inexplicable. Et ici, nous apprenons brusquement par Monet le triomphe qui va venir, au-delà du paysage impressionniste de la nature morte, triomphante à l'orée du siècle nouveau. Et je ne sais pas pourquoi ce tableau est à un pareil point attachant. Ce sont des fœtus de fruits, des fantômes de fruits. Ils sont morts et ils nous hantent. Nous sommes le 12 mai 1956 dans l'émission Soirée de Paris. On a entendu cette discussion entre Jean Cocteau et Louis Aragon. Est-ce que vous connaissiez cette archive, Georges Didier Huberman? Alors, pas du tout. Et ils enfoncent des portes ouvertes. Hein. Oh non! Oui, je trouve. Pourquoi? Alors, il y a la première porte ouverte, c'est que ils disent c'est bouleversant et donc c'est incompréhensible. Donc on est dans une sorte de mystique du chef-d'œuvre justement où il y a rien à dire. Et puis quand même ils disent quelque chose. Non, je suis très très étonné que ça soit qui est Aragon. Bon, bref. On a coupé après, c'est beaucoup plus développé que ça. Hein. La deuxième porte ouverte, c'est qu'il parle du bocal, des pêches, du reflet, c'est-à-dire qu'il parle de la représentation. Il parle pas de ce que ça touche. Évoque. Mais il ne parle pas de ce qu'ils ont sous les yeux, c'est-à-dire la touche de peinture. Ce qu'ils ont sous les yeux, c'est une surface avec de la matière colorée dessus, disposée d'une certaine façon. La première chose à dire devant un tableau, c'est de quelle façon cette matière colorée se trouve déposée. Donc ça s'appelle la touche en peinture, par exemple. La touche, c'est quand même très important pour Monet. Et alors, ça coupe le souffle, disent-ils. Je comprends très bien. On se retrouve un peu bête parfois devant des tableaux. Georges Didier Huberman, on n'est pas comme vous. On dit, je sais pas quoi dire, c'est beau. Ah non, mais moi aussi, j'ai le souffle coupé, bien sûr. Bien sûr. Je veux dire par là que c'est comme dans le débat que j'ai eu avec Claude Lanzmann sur l'inimaginable. Mais bien sûr, moi aussi, quand je visite Birkenau, je regarde et j'ai dit, il paraît que je l'ai dit en vrai, c'est inimaginable. Maintenant, une fois que je l'ai dit, est-ce que on va en rester là? Surtout pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une émotion vous coupe le souffle. Ok, vous n'avez plus rien à dire. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le souffle coupé? Ça veut dire être comme un infant, un enfant, qui veut dire en latin ne pas avoir la parole. Je suis bouche bée, comme ça. De deux choses l'une. Quel est le devenir de ça? Soit j'en reste à une mystique de l'incompréhensible et je dis c'est un génie, c'est un chef-d'œuvre, mais j'aurais rien. Et j'en dis rien d'autre. Voilà. Soit on se met à avoir une attitude positiviste qui consisterait à dire je vais essayer de tout expliquer. Bon, les deux sont catastrophiques à mon avis. Alors quelle est la vôtre? Non, mais la mode, c'est pas la mienne. Ou la troisième, en tout cas. C'est juste l'idée que une fois que vous êtes dans un état d'infance, de souffle coupé, vous êtes muet, regardez, les enfants ne sont pas des gens à qui il manque le langage, même un bébé tout petit. Oui, le langage lui manque, mais il lui manque au sens où on dit « tu me manques ».
Ça veut dire ils désirent le langage, les enfants, hein, même quand ils l'ont pas. Eh ben, nous sommes dans la même situation devant un chef-d'œuvre de Monet. Ça veut dire, la chose fondamentale, c'est de refaire notre langage. C'est tout à coup, ce qui est magnifique, c'est de se dire, nous avons eu le souffle coupé. Eh bien, ça veut dire que les mots que j'utilise d'habitude devant la peinture, ils sont mauvais. Il faut que je réinvente mon langage devant la peinture grâce à Claude Monet. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Si vous voyez comment Jean Genet regarde un tableau de Rembrandt, il réinvente le langage pour dire des choses très précises sur le tableau de Rembrandt. Et c'est la merveille. C'est la merveille qu'on voit chez Diderot, chez Baudelaire, chez les grands critiques d'art, qui sont en général des poètes. Et pour nous, moi, Mais par nous exemple, aussi, qui ne c'est suis pareil. pas une grande critique d'art, quand je regarde un tableau, ou même, par exemple, quand je regarde un film, quand je regarde une série et quand j'en parle après avec mes amis, quelle serait, non pas la bonne manière d'en parler, mais disons une manière de dépasser soit l'incompréhension, c'est génial, j'ai adoré cette série, soit essayer de la replacer dans une grande histoire et de dire ça dit ça, ça dit ça, ça dit ça, d'en faire quelque chose de très explicatif. Alors peut-être que si vous êtes devant le Monet, vous allez dire quelque chose de l'ordre du conformisme. Vous allez dire Oui. Une banalité. Une banalité. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'on vient d'entendre un peu, moi. Enfin, moi, je trouve. parlerai pas quand même de fœtus de fruits. Hein. Enfin, Oui, ça c'est quand même l'élément. assez. Oui. C'est qui dit ça? Je crois que c'est Cocteau. C'est Cocteau. Oui, il a associé bocal à fœtus. Enfin bon. Oui, Bref. bah, c'est vrai. Vous voyez Oui. le tableau ou pas? Vous l'avez en tête ou pas, Georges Vaguement, Duberman? oui, vaguement. Bah, c'est vraiment un bocal de pêche. Enfin, le titre est assez Posé sur une table en visible. marbre. Voilà, posé. Et effectivement, on pourrait croire un fœtus comme on voit les fœtus dans certaines représentations, dans des bocaux, pardon, de Oui, c'est ça. formol. C'est ça, d'accord. Donc il a fait cette association d'idées. Mais maintenant, pour répondre à votre question, vous parliez pour vous-même, ce que peut faire un tableau de mieux qui vous a ému, c'est de défaire les conformismes de votre langage. C'est-à-dire vous aider à devenir la poétesse de ce que vous avez vu. Donc, si vous voulez parler à vos amis de l'émotion que vous avez eue, vous allez commencer par recourir à des formules toutes faites, puis vous allez réfléchir, vous allez dire non, c'est pas tout à fait ça, et puis vous allez inventer, peut-être avec un jeu de mots, peut-être avec... Et c'est ça la beauté, c'est que l'émotion visuelle nous permet de parler de façon nouvelle. Et dans cette archive, quand même, ce qu'on entend, malgré toutes ces portes ouvertes qui sont enfoncées, Georges Duberman, c'est quand même une conversation. C'est quand même le fait que le tableau suscite une conversation entre deux personnes. C'est-à-dire que là, on n'est pas un face à une voix, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui se crée. Ce qui est important parce que quand vous faites attention au verbe émouvoir, s'émouvoir, vous faites aussi attention, vous l'avez dit, au verbe comouvoir, c'est-à-dire s'émouvoir ensemble. Mais quelque chose de l'ordre de la communauté et du lien qui se forge face à cette image-là. Ben là, vous avez raison. Ah, parce que là, j'avais tort. Non, le fait qu'ils discutent tous les deux avec quand même un côté spectaculaire puisqu'ils savent qu'ils sont enregistrés, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, les historiens de l'art allemand, ils ont l'habitude de se déplacer en groupe devant un tableau et de rester comme ça pendant 2 heures. Donc au début, on n'a rien à dire et puis petit à petit, l'un parle et c'est extrêmement fécond, en effet. Mais c'est ce que vous dites aussi dans le livre dont on parle, La fabrique des émotions disjointes. C'est le 2e volume d'une série qui s'appelle Faits d'affect. C'est aussi ce que vous dites dans ce premier volume quand vous parlez aussi d'un brouillard. C'est-à-dire que l'émotion nous désoriente, on perd le langage, on a du mal à se repérer, on est ému. À quel moment cette émotion, on tente de la dépasser pour en dire quelque chose, pour en construire une... On parlait de responsabilité, on parlait de langage. À quel moment l'émotion ne suffit pas et on doit sortir de cette émotion pour construire quelque chose? Comme je le disais tout à l'heure au niveau de l'éthique, ce qui compte, c'est le devenir d'une émotion. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Au niveau, je dirais, de la pensée ou quoi, c'est de lui donner forme. Donc, c'est vrai que ce travail sur les affects, il s'est décliné en 3 volumes.
Donc le premier, vous venez de le rappeler, c'était le mot brouillard. Donc on est complètement perdu. Donc le livre lui-même suivait ce mouvement de désorientation un petit peu, voilà. Ici, on a le moment extrêmement angoissant du fait que il y a des gens qui veulent avoir prise sur nos émotions. C'est pas seulement les régimes totalitaires, c'est aussi ce régime libéral qu'on appelle libéral et capitaliste. Et il faut pas oublier que l'un des grands théoriciens de ce régime libéral, il disait nous devons siphonner les émotions des gens. Hein, siphonner les émotions, quelle horreur, de façon à leur faire acheter tout ce qu'on veut fabriquer nous. Ça c'est le voilà. Et le troisième volume qui est écrit, il tourne autour du mot forme. Donc il y a le brouillard, donc on est perdu. Il y a la fabrique. Alors là, c'est des gens qui fabriquent des émotions pour nous. Et le moment vraiment fécond, c'est quand vous trouvez une forme. Une sorte de réponse, justement, à cette fabrique des émotions. Oui, je vais vous donner un exemple. Perec, Georges Perec, c'est très formel, mais il a trouvé la forme de son émotion. Parce que c'est complètement émotif, la littérature de Perec. C'est bouleversant. Ça a l'air d'être un jeu sur les signifiants, les formes, la disparition du « e », etc. La disparition du « e ». Mais la motion, j'ai joué sur les mots, la motion, c'est-à-dire le mouvement du « e » dans ce livre qui s'appelle « La disparition », hein, qui est formé, qui est entièrement privé de la lettre « e », qui est la lettre la plus utilisée en français. Hein. Le « e » a disparu. La disparition, donc ça s'appelle. La motion du « e », c'est la meilleure façon pour Perec de dire son émotion. Absolument. Et « e », c'est « eux ». Eux, c'est qui? C'est toute sa famille, c'est tous les gens qui ont disparu dans la Shoah, etc. C'est ça l'émotion fondamentale de Perec, vous le savez, dans son œuvre. Donc, vous voyez, l'enjeu, c'est de trouver la forme. Une forme extrêmement simple, comme ce sculpteur américain qui s'appelle Fred Sandbach, qui il tendait juste un fil dans l'espace. Divisait l'espace mais il faisait de mal à personne. C'était juste un fil. Donc une forme vraiment au sens de créer de la forme. C'est pas forcément sous forme d'image, mais c'est vraiment, là, vous parlez d'un fil, vous parlez d'une lettre. Ça peut être une forme musicale. Là, tout à l'heure, dans notre discussion précédente, juste à l'instant, je vous suggérais qu'il faut trouver la forme de notre propre discussion. Quand on voit un tableau, si on a envie de parler, il faut trouver la forme de notre langage. C'est ça qui compte. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui s'adresse pas seulement à des créateurs, ce que vous dites? C'est-à-dire que là, on parle de, par exemple, je parlais de la discussion que j'avais avec des amis suite au visionnage d'une série. Oui. Mais ça suppose peut-être du temps, de l'espace, des conditions pour le faire. Est-ce que tout le monde a les moyens de le faire, de créer, de répondre par des formes à des émotions fabriquées et siphonnées? Mais on est libre, non? C'est-à-dire les moyens, il faut se les donner soi-même. C'est-à-dire, il faut prendre du temps, parce que trouver une forme, c'est du travail. C'est ça. Donc il faut trouver du temps pour le travail. Ça ne veut pas dire que j'ai pas les moyens. Ça veut dire qu'il faut que je me donne les moyens, que je renonce à certaines choses pour prendre du temps, pour trouver ma forme. Mais ça, c'est une responsabilité individuelle dont vous parlez ou plutôt collective? Je ne sais pas comment je séparerais les deux choses. Oui, c'est une décision individuelle, mais ça dépend de beaucoup de choses collectives. Par exemple, le mode d'éducation, la façon dont on va à l'école, ou enfin dont on vous enseigne le français, l'histoire, et tout ça. Donc c'est à la fois collectif mais une chose vraiment fondamentale que je dis toujours à des étudiants, par exemple, c'est prenez votre temps. Surtout, ne perdez pas votre temps à autre chose. Allez constituer la liberté de votre temps, parce qu'il faut du temps pour trouver cette forme dont on parle. Tout à l'heure, je vous ai présenté comme historien de l'art, Georges Didier Huberman. Vous m'avez dit que vous préfériez anthropologue des images. Face à la multiplication des images actuellement, votre réponse, est-ce que c'est aussi celle-ci, de trouver le temps de pouvoir y répondre, de faire la distinction entre se laisser surprendre et se faire prendre par les images? On est complètement à la fois, on est aveuglé par les images, il y en a trop,
Elles font écran, en fait. Alors, elles sont à la fois surexposées et sous-exposées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de censure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'images qu'on vous empêche de voir. Donc, il faut aller chercher pour aller les voir. Et il y a beaucoup de surexposition d'autres images qui vous empêchent également de voir. C'est comme quand il y a trop de lumière. Là, je suis en face d'un projecteur. Si je Mais regarde c'est pénible, ce projecteur, il y a trop de lumière, je vois plus rien. C'est pas grave du tout. Voilà. Ouais. Si je suis dans le noir, je vois plus rien non plus. Donc, la question, je dirais, éthique, mais aussi la question qui s'adresse au savoir, avoir les conditions de savoir, c'est de trouver le temps et la bonne lumière. Donc on va complètement revoir l'éclairage ici. J'ai juste une toute dernière question. Vous pouvez répondre en un mot, Georges Didier Huberman. Quelle est l'image qui vous hante ? Qui vous hante, comme dirait En tout cas, Jean Cocteau. dans le livre en question, c'est l'image de ce soldat de la Wehrmacht qui tire sur une femme qui tient un enfant. On a l'impression qu'avec une seule balle, il va tuer les deux. C'est une image qui me hante dans la mesure où je l'ai rencontrée très jeune, où il y avait tous les éléments pour s'identifier, par exemple, à cet enfant, et où aujourd'hui, je la regarde d'une toute autre façon, même si j'ai pas oublié mon émotion, hein. Mais je constate deux choses. Le soldat, il a une position parfaitement canonique pour tirer sur cette femme, c'est-à-dire qu'il est calme. Et le photographe, il a fait une image avec un horizon parfait, et l'image est nette. Donc, ni le soldat, ni le photographe n'ont tremblé. Et là, je commence à réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'être un soldat ou un photographe nazi. Merci beaucoup, Georges Didier Huberman. De vous, on peut donc lire La Fabrique des émotions disjointes. C'est le 2e volume de votre série Fait d'affect aux éditions de Minuit. J'en profite aussi pour signaler cet autre livre qui est paru aux éditions Gallimard, Des visages entre les draps. Pour finir, Georges Didier Huberman, vous avez le choix entre 2 chansons sur 2 émotions que vous évoquez dans votre livre. Une chanson sur la peur ou une chanson sur la colère. Laquelle choisissez-vous, peur ou colère ? Allez, colère. J'aime ceux qui se dominent, moi je sais me maîtriser, c'est aider. Pour ce truc-là, à moi la panne. En tout cas, je reste calme. Au fond, que c'en est inouï. Oui, oui, oui. Je suis toujours très flegmatique. Moi, froid comme le pôle arctique. Et quoi qu'il puisse arriver, Rien ne peut m'énerver. Il faut pas se mettre en colère. Ça aigrit le caractère. C'est un moyen trop vulgaire. Il vaut mieux sans quoi se taire. À quoi sert de se chamailler? Le premier principe c'est de ne pas crier. Et retenez aussi le second, pas sortir de ses gonds. se fâcher. Mais c'est infâme. Laissons ça pour les femmes qui se disputent n'importe où et pour tout. Dites-vous, soyez aimable, n'insultez pas mes semblables. Au fond, je vous crois surtout un peu fou. Vous m'insultez, Péronnelle. Taisez-vous, vieille crételle. Nicolas Berger, le réalisateur, ne veut pas nous rendre l'antenne parce qu'il adore cette chanson de Rita George et Dranem, faut pas se mettre en colère. Encore merci à vous, Georges Didier Huberman. Un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés par Issa Touend, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vigny, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Noé Chaban. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain. À demain, Géraldine.